Bonjour à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas vos pop-corn car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, pour fêter les 100 ans du légendaire studio Warner Bros, ses plus grands films ressortent spécialement pour l'occasion dans les salles obscures. Une belle manière de revivre l'incroyable épopée de ce studio mythique. Remporter le titre de portraitiste de France constitue un gage de reconnaissance prestigieux lorsque l'on est photographe professionnel. On en parle ce soir avec notre invité Nolwenn Gilbert. À travers le documentaire Pyongyang, sa muse, c'est un autre visage de la Corée du Nord, pays connu comme étant ultra répressif, que l'on va découvrir ce soir avec Mathieu. Enfin, avec Quintaz, vous saurez tout sur le film Les Visiteurs, l'une des comédies les plus cultes du cinéma français, sortie en 1993. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors, comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à découvrir au cinéma. Je vous propose de la découvrir tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Cette année, les studios Warner Bros fêtent leurs 100 ans d'existence. Pour l'occasion, 5 de ces films cultes seront diffusés dans les salles obscures au pays. On regarde tout de suite ce qui vous attend. Une forme de claustrophobie qui se manifeste quand les gens sont enfermés ensemble. Il y a là-bas une surprise qui t'attend. C'était une époque bénie. Dans un monde où règne la violence. Dans les rues où les violents sont rois. Une nouvelle génération perpétue une vieille tradition. Warner Bros présente Michael Jordan, Bugs Bunny. Ensemble, ils pourraient bien sauver le monde. Space Jam. Vous n'avez encore jamais vu ça. I want to go home. Don't say that! Goonies never say die! Oh my God! Enfin, les Transformers sont de retour pour un 7e volet qui nous emmène aux 4 coins du monde où une toute nouvelle faction de robots Transformers, les Maximals, s'allieront aux Autobots dans leur éternelle bataille contre les Decepticons. On regarde tout de suite la bande-annonce. Ce n'est pas notre guerre. Optimus, nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons. Il est si grand que ça, ce mec? Il mange des planètes. Donc ouais, carrément plus grand qu'une planète. À la fin, tout ce à quoi vous tenez sera englouti. Il y a peut-être un autre moyen de sauver notre monde. Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre. Qu'ils viennent. Des films à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, lors de la 3e édition du Congrès des métiers de l'image qui s'est tenu à Vannes, au nord-ouest de la France, en avril dernier, parmi les 430 photographes professionnels inscrits pour le titre de portraitiste de France, une Calédonienne a reçu ce titre. Nous avons la chance de la recevoir ce soir. On la retrouve sans plus attendre dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Avec plaisir, merci de me recevoir. Alors tu es photographe professionnel depuis 4 ans et demi. C'est ça. Alors ma première question sera assez simple. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire partie des 143 photographes professionnels qui ont remporté ce titre de portraitiste de France? Je rappelle, c'est un concours qui est organisé tous les 2 ans par la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Alors qu'est-ce que ça représente pour toi?
J'étais très fière déjà de faire partie des 140 qui ont obtenu le titre. En fait, c'est vraiment pour rappeler, c'est le fait de mesurer la qualité de son travail. Donc, c'est vraiment une reconnaissance de mon travail. Donc, c'est aussi important parce qu'en fait, au quotidien, on travaille pour nos clients qui n'ont pas forcément tous les niveaux d'exigence que nous, on peut avoir envers nous-mêmes dans la profession, et du coup de se faire évaluer par des professionnels qui sont multiprimés, ça permet de se rassurer aussi, de se dire qu'on est toujours dans la bonne voie, qu'on fournit un travail de qualité, et de se pousser à continuer dans cette voie-là, de se challenger. Donc c'était super important, surtout après 4 ans, de faire un peu un petit état des lieux, de se dire bon, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais pour mes clients, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment est-ce que je peux progresser, continuer à délivrer un travail toujours de bonne et de meilleure qualité à chaque fois. Alors comment est-ce que toi tu t'es préparée pour ce concours ? Alors en fait, il y a eu un gros travail d'échange avec d'autres photographes. On était réunis par région. Donc bon, pour la Nouvelle-Calédonie, j'ai été rattachée à l'Auvergne, pourquoi pas, rien à voir. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment toute cette partie d'échange avec eux, où on pouvait échanger sur nos images, parce qu'il y avait donc 12 catégories. 12 catégories, par exemple femmes enceintes, des groupes professionnels, il y avait des thèmes, et du coup par thème de pouvoir se proposer certaines images, faire le point sur ce qu'on avait, sur des idées qu'on voulait peut-être créer spécialement pour le dossier. Dans mon cas, il y a eu un mix des deux, et du coup d'avoir cet échange avec les photographes pour se dire cette image-là, attention, il y a tel élément ou tel élément qui peut être moins bon sur une photo que sur une autre. Et, donc ça a été vraiment pas mal d'échanges, avec une réflexion de se dire sur les 12 images d'avoir aussi une cohérence, même si c'est pas un critère à part entière, mais d'avoir quand même quelque chose qui fait sens sur l'ensemble du dossier. Donc il y avait une réflexion en amont, et après toute cette partie d'échange avec les autres photographes. Et vous êtes évalué sur quels critères en particulier ? Alors, il y avait plusieurs critères. C'était vraiment en 5 catégories. Il y avait une partie, c'était plus tout ce qui était l'impact, créativité de l'image. Une autre partie sur tout ce qui était le cadrage, la composition. Une partie sur la maîtrise de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? L'émotion gestuelle de l'image, et aussi la partie technique et tirage, puisque les photos n'étaient pas évaluées sur des fichiers, à partir de fichiers numériques, mais les jurys ont vraiment eu des tirages qu'on faisait, que chaque photographe gérait de son côté. Donc il y avait aussi cette partie-là qui était importante. Alors la photographie, j'imagine que c'est ta passion. Oui, comme beaucoup. Voilà. C'est bien de pouvoir travailler, vivre de sa passion, je trouve. Il y a pas de mots. Non, c'est vraiment une chance. Une chance. J'ai mis un petit moment à y venir, à se dire que ça pouvait être un métier, justement. Parce que quand c'est une passion... on se dit toujours que oui, ça restera à ce niveau-là, et qu'à côté, on aura un travail qui nous fera vivre. Et du coup, de pouvoir allier les deux, c'est vraiment génial. Donc là, on voit là. On voit quelques images. C'est tes premières images. Ouais, enfin les premières. Étalées dans le temps, mais parce que ça fait très longtemps que j'en fais. Ça a commencé vraiment à l'adolescence pour moi. La photo, d'abord pour des moments de vie avec les proches, les amis, la famille, les événements, le quotidien, le cadre. Étalée avec les voyages. Ouvert au voyage, exactement.
au voyage, aux différents lieux de vie, parce que j'ai habité dans différentes parties du monde. Du coup, pour garder vraiment des souvenirs de tous ces endroits magnifiques, que ce soit les lieux, les personnes, c'est une partie aussi très importante pour moi. Donc c'était vraiment un moyen de garder des souvenirs de tous ces lieux et de toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que tu t'es dit je veux en faire mon métier? Oui, parce que c'est vrai que pendant toutes ces années, pour moi, c'était pas vraiment un métier auquel je pouvais penser. Et j'ai passé un an en Australie en visa vacances-travail. Et en étant là-bas, j'ai fait pas mal de rencontres de personnes qui justement vivaient de leur passion. Et à chaque fois que je me disais « Ah, c'est génial, qu'est-ce que j'aimerais faire ça ?» Vivre de ma passion. Et quand je réfléchissais, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais me faire en me levant le matin? Et à chaque fois, c'était la photo qui revenait. Mais sans vraiment me dire que c'était une option. Et puis j'ai eu un petit peu de temps là-bas quand même pour réfléchir, pour me poser dans des bibliothèques, me documenter sur la photo, la composition, les techniques. Et en cherchant un petit peu, je suis tombée sur une photographe française à Melbourne qui organisait un workshop sur la technique et voilà, différentes petites thématiques. Francine Schapper, pour la citer. Et quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, oui, en fait, c'est possible d'en travailler, de travailler de ce métier. En plus, fait des photos sur des choses qui me parlaient aussi, de beaucoup de mouvements. Ouais, là, on voit quelques-unes de danse, danse, arts martiaux. Elle suivait des groupes de musique. Enfin, c'était très varié. Et je me suis dit, c'est génial. J'aimerais faire ça. Est-ce que je peux t'accompagner sur des tournages? Et puis, il y avait peut-être des possibilités que je l'assiste. Donc, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de possible. Donc, voilà, le déclic. Puis, finalement, les opportunités ont fait que j'ai décidé de venir m'installer en Calédonie. Et du coup, j'ai remis ça très loin dans ma tête, dans une petite case, avant que ça me retitille au bout d'un an et demi et que je me dise, bon, allez, si c'est ce que tu veux faire, il va falloir que tu prennes les choses en main. Et puis, il y a eu à peu près 6 mois pour vraiment me lancer, prendre confiance et de se dire que voilà, c'était quelque chose que je pouvais proposer. Et voilà, 4 ans et demi plus tard, je regrette pas. Et justement, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier de photographe professionnel? Moi, c'est vraiment toute la partie, tout le contact humain. Le plus important pour moi, c'est vraiment ça. Tout ce contact humain, de la prise de contact, surtout au moment de la prise de vue. Au moment de la prise de vue, tout cet échange que tu peux avoir, que ce soit sur des shootings, là on voit des événements, mais c'était d'ailleurs mon premier contrat, mariage. Donc il y a vraiment la partie shooting, accompagnement, guider les personnes, être du coup cette petite souris qui leur fait vivre leur moment et qui va leur permettre de garder ses souvenirs, mais aussi sur les événements, être un peu comme un des invités au final, pour pouvoir capter tout ce qui se passe sans être juste un intrus dans l'événement. Est-ce que tu as des sources d'inspiration en particulier? On va dire qu'elles sont nombreuses. C'est bien. Elles sont nombreuses. C'est d'ailleurs une partie importante, je pense, dans ce métier, de passer pas mal de temps à regarder ce qui se fait, regarder des images. Après, c'est pas forcément de la photo, ça peut être des films, de manière cinématographique, mais c'est vraiment de se nourrir d'images. Pour rester ouvert, curieux et se nourrir après au moment de la prise de vue, de se dire allez, je vais aller chercher un nouvel angle, d'être toujours curieux de ça. Et pour en citer quelques-uns, j'adore la danse, donc la photo de danse, comme je vous parlais tout à l'heure de Francine Schapper. Dans les photographes que je suis, il y a par exemple Julien Benamou, qui fait de la photo, pas mal de photos en France. Il y a du studio et beaucoup d'extérieur. C'est toujours très, très impactant,
beaucoup d'esthétisme dans la photo de danse. Donc il y a ça. Après, sur les mariages, ça va être aussi pas mal à l'international. Il y a les Two Man Studios, qui dotent Sam Heard. Enfin, il y en a plein. Ben Levy en France. Donc ouais, non, il y a vraiment beaucoup de... plein de sources d'inspiration à regarder. Maintenant, avec Internet, c'est vrai que c'est l'avantage aussi. On peut facilement s'inspirer de plein de photographes et de revues, de magazines, enfin voilà. Le noir et blanc aussi, hein, tu l'utilises? Oui, j'allais dire beaucoup. J'utilise les deux, mais c'est vrai que vu que dans mes photos, ce que les autres aussi... Pour le concours font, ouais, dans les concours, justement, c'était le challenge de ne pas utiliser que du noir et blanc, parce que quelquefois, ça peut être... on va dire une certaine facilité pour une homogénéité du dossier, se dire allez, je pars sur du noir et blanc, on s'enlève l'espace, la colorimétrie, mais du coup de se dire qu'on part sur d'avoir les deux, c'était important. Mais le noir et blanc, c'est vraiment une photo que j'aime beaucoup par rapport à l'émotion, parce que on enlève certaines informations, on enlève la couleur et on se concentre vraiment sur ce qui se passe. Sur le moment, ça peut être sur des courbes, mais aussi souvent sur qu'est-ce qui va se passer dans des regards, des gestes, et il y a tout de suite l'émotion qui prend une autre dimension, je trouve, dans ces images-là, et c'est ce que j'aime aussi dans la photo. Dernière question, Nolwenn. Si tu as un message à faire passer aux jeunes Calédoniens qui ont envie aussi de se lancer dans la photographie, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, oui, c'est un métier dont on peut vivre. Donc, allier le plaisir et le travail, c'est génial. De vraiment rester curieux, de regarder tout ce qui se fait, que ce soit sur le territoire, mais aussi à l'étranger, comme on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est super important. De ne pas hésiter de se rapprocher d'autres photographes pour leur demander un petit peu leur parcours, s'ils ont des conseils. Maintenant, il y a aussi Internet, il y a des formations en ligne, il y a des formations qu'on peut aller faire en se déplaçant. Donc, vraiment, de chercher toutes ces informations-là. À Nouméa, depuis quelques années maintenant, il y a la FFPMI, la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Dont je fais partie, je suis membre et depuis, ça va être la 2e année où je suis aussi trésorière. Et on essaye vraiment d'avoir un groupe avec beaucoup de bienveillance entre photographes. Et du coup, ça permet de se donner des conseils, d'échanger sur des problématiques, de faire venir des formateurs, donc de se rapprocher de la FFPMI pour des conseils, pour plein de choses. Ouais, non, ce serait mon conseil. Nolwenn, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie. Et puis bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Oui, merci. Merci beaucoup. Et voilà, donc en tout cas, les photos sont une trace de notre passé, mais elles nous donnent également la force d'accepter notre présent. Alors le cinéma nous fait rêver, nous interpelle, tout comme les films documentaires sur des sujets de société. C'est ce que l'on va découvrir ce soir avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Eh bien écoute, quand je suis là, ça va très bien. Moi aussi. Oh, merci. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors ce soir, je vais vous parler d'un documentaire exceptionnel, un documentaire de 52 minutes du réalisateur Pierre-Olivier François qui s'intitule Pyongyang s'amuse. Alors ce documentaire est exceptionnel et déconcertant sur la Corée du Nord. Car oui, Pyongyang, c'est la plus grande ville de Corée du Nord et c'est aussi sa capitale. Donc on a l'habitude d'entendre parler de la Corée du Nord quand on parle de missiles, quand on parle de bombes atomiques, de dictature, de paranoïa ou encore de camps d'enfermement. Et quand on pense à sa population, les dernières images qui nous reviennent en tête sont celles de la famine qui a sévi là-bas de 1914 à 2000. Mais ce documentaire que l'on va vous montrer ce soir, il montre une toute autre réalité. Et avant de vous dévoiler le reste, je propose qu'on regarde un petit extrait tout de suite. Le tournage de ce film s'étend sur 8 ans. L'un de nous est traducteur de coréen. À 3, nous avons effectué plus de 40 voyages en Corée du Nord. Et pourtant, ce film ne montrera ni camp de prisonniers, ni rampe de missiles,
par essence interdit, et rappellera qu'en Corée du Nord, il est aussi, en principe, interdit de filmer les militaires, les chantiers, les supermarchés, les jeux d'argent, les gens qui n'ont pas assez à manger et parfois ceux qui mangent, même si ce n'est pas toujours facile. Mais s'il reste compliqué d'aller en Corée du Nord, il est faux de dire qu'on ne peut pas y voyager, même si c'est presque toujours accompagné. Il est faux qu'on demande quelque allégeance que ce soit aux visiteurs. Il est faux de dire qu'ils ne montrent que ce qu'ils veulent. Voilà pour cet extrait. Alors, comme ils le disent, même dans l'extrait même, c'est vrai que ce tournage a duré 8 ans et 40 voyages ont été réalisés entre la Corée et sûrement l'extérieur, c'est sûr. Donc, c'est un gage de vérité, en fait, finalement, parce que la plupart des documentaires sur les sujets sont plutôt sensationnalistes, on est d'accord. Mais là, c'est important de préciser qu'ils ont pris le temps de bien faire pour montrer une image assez réaliste de ce pays actuellement. C'est vrai que, je trouve que, pour ma part, moi, j'ai pas mal de préjugés par rapport à ce pays, c'est ce qu'on voit aux infos et tout. Et ça permet vraiment de le découvrir sous un autre visage, quoi. De le redécouvrir, en fait. Voilà, on peut dire ça. Finalement, ce documentaire tord un petit peu le coup aux idées reçues et aux stéréotypes sur la vie des Nord-Coréens dans cette dictature. Ça reste tout de même une dictature. Bon, ce n'est pas non plus un Eldorado, ça, il faut le dire. Au-delà du régime dictatorial et de ses défilés militaires, la Corée du Nord change tout doucement, mais elle change. Et certains stéréotypes que les documentaires actuels propagent ne sont plus la vérité en fin de compte, quoi. Dans ce film, on va du coup à la rencontre des Nord-Coréens. On y découvre des citoyens plutôt heureux, plutôt vivants, plutôt sympathiques même. Tout le monde rêve de vivre à Pyongyang finalement, parce que c'est à la capitale que ça se passe. Parce que finalement, les gens qui vivent dans les provinciaux, c'est quand même beaucoup plus dur. Mais à Pyongyang, il règne une certaine opulence. La famine est finie depuis des années. Bon, les attractions se comptent sur les doigts de la main, on est bien d'accord. Mais la nouveauté plaît et surtout les Coréens ont du temps libre. Ils ont tout de même des vacances. Ils ne travaillent pas tous dans des camps d'enfermement. On les voit prendre du bon temps. Kim Jong-un, le président actuel, le grand leader du pays qui est arrivé après son père à la direction, si on peut dire, du pays, avait comme priorité de créer des parcs d'attractions, ce genre de choses. Ce reportage est finalement l'un des seuls à nous montrer cette réalité aujourd'hui, ces images en plein boom urbain et touristique. C'est un portrait nuancé de ce qu'on a l'habitude de voir en fin de compte. Et les principaux touristes sont les Chinois, qui viennent parce qu'il y a une nature luxuriante. Évidemment, les champs, là-bas, il n'y a pas de pollution finalement, il n'y a pas d'engrais, tout ça. Donc la nature est quand même préservée et c'est un pays très calme. Alors ça, on ne va pas dire le contraire. Certes, les citoyens de la Corée du Nord ne voyagent pas au-delà de leurs frontières, mais est-ce qu'ils sont si malheureux chez eux ? Bon, ce film nous montre une autre réalité. Finalement, ce documentaire remet un petit peu les choses à leur place quand la majorité des réalisateurs font des films sensationnalistes sur ce sujet. Eh bien, écoute Mathieu, merci à toi pour cette belle découverte. Eh bien, merci à toi Stéphanie de m'accueillir dans cette superbe émission. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 12 juin dès 19h55. Enfin, si je vous dis Godefroy de Montmirail, Jacouille la fripouille ou encore Ginette la clocharde, vous me dites Les Visiteurs, bingo. Un film sorti il y a 30 ans dont le tournage n'aura plus de secret pour vous grâce à Quintaz dans votre rubrique L'envers du décor. Bande de petits, t'es pas prêts, t'as mal et sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler Moyen-Âge. C'est pas une rubrique sur les films, normalement ? Mais si, on va parler du film Les Visiteurs. Oh, c'est toute mon enfance ! J'ai dû le regarder au moins 1 million de fois. Eh ben, ça tombe bien, j'ai des petites anecdotes à te raconter. Tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît, là ? Oui, pardon, j'écoute. Les Visiteurs, c'est une comédie réalisée par Jean-Marie Poiré. Pour la petite histoire, il avait commencé à écrire un court-métrage à ses 17 ans sur le thème du Moyen-Âge et est retombé sur ses notes lors d'un déménagement. Il en discute alors avec son ami Christian Clavier qui trouve l'idée géniale. Et c'est de là que l'aventure a commencé. Jacouille la fripouille ! Eh oui, d'ailleurs, le langage utilisé dans le film est à 90% vrai. Ah bon ? C'est pas un délire ? Pas du tout, c'est Jean-Marie Poiré et Christian Clavier qui ont fait un travail
titanesque en cherchant dans un véritable annuaire universitaire du vieux français. Certains mots ont quand même été modifiés pour pouvoir être adaptés au film. Ah ouais. Et vu le nombre de mots utilisés par les visiteurs, ça a dû prendre bien du temps, hein. Mais ils ont dû bien rigoler quand même. En parlant du nom Les Visiteurs, tu sais quel était le nom initial du film? Non. Les Explorateurs de Louis VI le Gros. Mais non. Si. Bah dis donc, je préfère Les Visiteurs, moi. On est d'accord. Et la petite dernière pour la route, la scène où Godefroy de Montmirail tire une flèche avec son arbalète a été tournée à reculons sur un travelling de 100 mètres. C'est l'équipe de rugby de Carcassonne qui a aidé l'équipe au tournage de cette scène en enlevant les rails utilisés pour le travelling au fur et à mesure, de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas dans le champ. Ah ouais, pas bête ça. Et oui, c'est la magie du cinéma. En tout cas, c'est un film dont les répliques sont inoubliables. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.